Eh bien, merci. Merci. Donc, Julien Bonsens, je suis conseiller à la communauté de communes de Loches et Touraine et chef de projet éco-construction. Et j'ai mis en place une filière, on a mis en place une filière d'éco-construction sur notre territoire et on y travaille depuis 2013. Et l'idée, c'était de présenter et cette filière et également le pôle éco-construction, qui est un outil à disposition de cette filière. Donc, on est situé sur un territoire rural au sud-est de Tours. Et on est une communauté de communes de 52 000 habitants. Donc, en 2013, les élus de notre territoire ont voulu créer une filière pour pouvoir développer une activité non délocalisable. On avait travaillé auparavant sur des questions de nouvelles technologies et là, on voulait, en s'appuyant sur tout le travail qui avait été fait dans le cadre de l'agenda 21, s'appuyer sur la volonté des agriculteurs, des artisans de développer le circuit court, alors aussi bien pour l'alimentaire que pour la construction. Donc, on a commencé à travailler avec tout un ensemble de partenaires. Vous avez le petit schéma sur l'écran pour structurer cette filière en s'appuyant sur 3 axes que sont la fabrication d'agromatériaux locaux, la montée en compétence des professionnels du bâtiment pour mieux rénover et également utiliser ces agromatériaux à terme, et naturellement l'amélioration des bâtis du territoire, donc faire des meilleures constructions, faire de la rénovation performante et faire une rénovation qui respecte le bâtiment, qui respecte le patrimoine, qui ne détériore pas l'environnement patrimonial et qui correspondent à notre bâti. On est sur un territoire rural, essentiellement des bâtiments d'avant 1945 en tuffeau, donc une pierre qui craint l'humidité et donc il faut que les isolants puissent faire respirer le mur. Le travail sur les agromatériaux s'est surtout concentré sur le développement de granulats à base de canne de colza et de canne de tournesol. Pour faire cela, on s'est appuyé sur les agriculteurs qui étaient regroupés au sein d'un groupement de développement agricole, du GDA, qui est une émanation de la Chambre d'agriculture, et on a travaillé avec différentes universités, avec des industriels et naturellement avec des artisans du bâtiment pour pouvoir faire cette mise en œuvre, sachant que, alors vous voyez en bas de l'écran les premiers granulats bruts du démarrage, naturellement, avec tout le travail de recherche, on arrive maintenant sur des granulats qui ressemblent fortement à de la célulote, c'est-à-dire des granulats de chanvre. Et pour faire cela, on a travaillé en répondant à différents appels à projets pour que nos partenaires, le GDA, les universités, aient des fonds et s'engagent également pour mener à bien ces projets. On a notamment pu obtenir le financement d'une thèse sur la conception d'un enduit isolant à base d'argile et de granulats végétaux locaux. On a financé tout le travail de recherche du GDA ou de la Chambre d'agriculture. On a pu aussi avoir des financements régionaux pour mettre en réseau tous les acteurs. Et cette réponse à l'appel à projet, ça a pu se faire parce qu'il y avait un animateur qui était là pour identifier les appels à projet et accompagner tous nos partenaires dans la constitution Et on a également fait un certain nombre de chantiers expérimentaux. Alors, il n'y en a pas 50, mais on a pu faire rénover un presbytère du XVIIIe siècle avec un enduit argile et colza. On en reparlera tout à l'heure, l'isolation du pôle éco-construction avec des granulats en vrac de colza. Et il y a eu deux, trois habitations qui étaient faites, soit avec du projeté ou en banché, chaud colza. Donc, il y a tout ce travail qui se mène depuis 2013 et qui n'est pas encore fini. En parallèle, il avait été déterminé avec tous les partenaires que nous avions qu'il fallait un lieu vitrine pour cette démarche. Et on a dédié une partie de bâtiment qui est une ancienne friche industrielle. On a dédié 350 mètres carrés d'une part pour faire des bureaux, salles de formation et salles d'accueil pour le grand public. Et également une partie de 470 mètres carrés qui n'a pas été rénovée, qui est restée en brut, pour faire une partie d'atelier de formation, également un atelier d'expérimentation. On peut faire dans cet endroit-là, qui est resté brut, des projections de différents produits, des essais de paille. Les formations paille ont été faites notamment là. Ce bâtiment, ce pôle éco-construction, je ne vous fais pas tout l'historique parce que le temps est contraint, mais on l'a voulu que ce soit une rénovation avec le maximum d'agromatériaux pour montrer qu'il était possible d'utiliser ces produits et permettre aux personnes qui passent dans ce bâtiment de toucher les matériaux et de voir ce qu'il en est et de se rendre compte
qu'il y a une sensation de bien-être dans ce type de bâtiment. Donc, vous avez une photo, il y a eu du liège au sol, on est en zone inondable, du liège au sol, différentes fibres sur les murs et toute la toiture a été isolée avec 40 cm de granulat de colza que l'on a nous-mêmes installé en régie. Dans ce bâtiment, on a un certain nombre d'ingénieurs du bâtiment, on les appelle donc des architectes, des bureaux d'études, des entreprises de maîtrise d'œuvre, qui du coup se font le relais sur le territoire d'une rénovation performante et qui naturellement, en étant dans ce site, pensent à faire la promotion des agromatériaux dans leur projet. Ce lieu, et avec l'atelier et avec les salles de formation qui sont dedans, permettent de faire des formations et faire des rencontres auprès du grand public, des rencontres auprès des professionnels pour parler d'éco-construction de façon générale, et d'éco-construction et finalement de plus en plus d'énergie et de réduction carbone dans nos actions. Et c'est important, et c'est ce qui ressort quand on fait visiter le site. À l'entrée, on a mis des plaques vitrées avec les différents matériaux possibles au pied. On a des outils pour pouvoir toucher ces matériaux et rendre finalement accessibles ces matériaux. Donc, le pôle éco-construction est un bel outil, mais il ne peut pas être suffisant. Et je voulais terminer l'intervention en disant qu'au-delà, en plus du pôle éco-construction, il faut naturellement avoir de l'animation, continuer à faire des chantiers tests, continuer à impliquer des artisans. Là, vous avez les photos en bas de différents chantiers à proximité de nous, pour que les acteurs se mettent en réseau, trouvent ensemble les solutions et pour en faire en sorte que finalement l'utilisation des matériaux biosourcés soit accessible mentalement et puis après techniquement pour les différents acteurs. Et maintenant, je vous laisse me poser des questions si besoin était. Merci beaucoup, Monsieur Bonsens. Alors, vous pouvez poser vos questions par écrit sur la boîte de conversation. Elles seront transmises à notre intervenant. Moi, j'ai peut-être une première question pour démarrer. Qui ont été vos partenaires dans la réalisation de ce projet et dans son exploitation finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, l'exploitation du bâtiment dans toutes ses dimensions, y compris formation, ressources d'expérimentation, tests, etc., ateliers, j'imagine que le fonctionnement est toujours accompagné, subventionné. Qui sont vos partenaires et finalement, avec quelle ampleur ou à quelle échelle ça rayonne cet équipement? Donc, la réflexion autour de la mise en place de la filière et la réflexion spécifique du pôle éco-construction s'est faite avec tous les partenaires qu'on pouvait avoir au niveau local. Et les premières rencontres de réflexion ont été menées avec la DDT et à la DDT. Ça permettait d'avoir un regard neutre et on avait tous les acteurs, la CAPEB, la FFB, les chambres de métiers, d'agriculture, essentiellement, et différents partenaires pour pouvoir réfléchir aux besoins et comment arriver à faciliter l'utilisation des agromatériaux dans la construction et dans la rénovation. Donc d'abord, il y avait tout ce travail partenarial. Le fait de travailler avec la DDT, ça rendait les choses assez neutres. On avait un regard départemental et quand il a fallu qu'un acteur aille un peu plus loin, nous, on s'est positionné pour dire on a peut-être une friche que l'on peut réhabiliter pour pouvoir faire ce qui était demandé dans le cadre de ce qu'on imaginait à ce moment-là. Le bâtiment, c'est la communauté de communes qui l'a rénové et qui le met en location pour les bureaux. Et c'est nous qui faisons la gestion pour le moment. Et on met à disposition de qui veut les salles de formation pour pouvoir faire en sorte que les formations se fassent sur notre territoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un territoire rural à 3/4 d'heure, 1 heure de Tours. Et si on veut que les entreprises locales se forment, il faut amener les formations à elles pour qu'elles aient moins de route et ou qu'elles fassent l'embauche avec les gars, qu'elles viennent en formation et qu'elles repartent après voir quelques clients et que la journée ne soit pas totalement morte pour pouvoir les mobiliser. Donc la gestion, c'est nous qui la faisons. Non, je complète en m'inspirant des questions qui sont posées là. Votre relation du coup avec la commune ou la communauté de communes de Loches, est-ce qu'elle est restée
durablement efficace au sens où est-ce que Loche c'est elle-même renforcé son appel aux écomatériaux pour les projets de la communauté de communes et est-ce que d'autres communes du territoire se sont inspirées de cet exemple et de ce bâtiment vitrine pour faire des Donc, projets? la dynamique de filière éco-construction est faite au niveau de la communauté de communes. Et c'est la communauté de communes qui gère tout cela, même si le bâtiment est à Beaulieu-les-Loches, puis c'est très bien. Et ce qui veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres communes qui se sont engagées dans cette démarche. Je parlais tout à l'heure de Chédigny, qui a voulu rénover le presbytère pour faire un restaurant et gîte, dans le cadre des projets de recherche, ce qui était quand même audacieux. La ville de Beaulieu elle-même a fait une construction en paille en 2014-2015 et on avait participé à la formation des professionnels pour cela. Il y a Chanceau-Près-Loche qui rénove un restaurant et qui utilise des agromatériaux. Et finalement, parce que ça a été fait là, parce qu'on parle aussi de la dynamique, d'où cette question d'animation et du faire savoir, les élus viennent directement sans qu'on fasse plus de ça de lobby, viennent nous voir pour dire j'ai envie de rénover mon bâtiment et j'ai envie que ça soit fait avec des produits locaux. Il est à savoir que beaucoup de nos élus sont des agriculteurs et donc voient l'intérêt de la démarche pour créer de la valeur ajoutée au sein des exploitations en valorisant un produit qui était simplement retourné et mis au champ pour le moment. Alors justement, M. Bonsens, est-ce que les agriculteurs dont vous parlez, qu'ils soient élus ou pas, aussi appliquent ça dans leur propre construction, puisque on sait très bien qu'en milieu rural, l'ensemble de la construction est pratiquement justement pour les utilisateurs. Donc, est-ce qu'eux-mêmes appliquent cette méthode vertueuse? Alors, on a des demandes d'agriculteurs qui font partie du groupe de réflexion. Il y a une quinzaine d'agriculteurs qui œuvrent pour travailler sur cette transformation, qui demandent l'utilisateur de pouvoir acheter des matériaux ou les récupérer pour pouvoir faire effectivement des isolations, notamment en comble perdu, comme on a pu faire au pôle éco-construction. Après, pour la partie que l'on veut développer et qui est en photo ici, de projection, il faut un vrai savoir-faire de maçon et il faut des bécanes pour pouvoir le faire. Donc ils rentrent en relation, ils échangent entre eux, mais après, il faut avoir l'occasion de faire ce type de rénovation. Et est-ce que effectivement, ils sont demandeurs. Oui, est-ce que du côté des privés, parce qu'il y a beaucoup de tissu pavillonnaire, là, je sors un peu du sujet cœur de ville proprement dit, mais néanmoins, c'est une vraie question. Est-ce que là, vous êtes suivi aussi? Est-ce que les particuliers sont intéressés par ces démarches? Oui. Les particuliers, d'abord, c'est le type de rénovation qu'ils vont vouloir faire. Si ils sont sensibilisés à une rénovation thermique respectueuse du bâti, ils vont s'orienter vers ce type de produit surtout avec du chanvre qui est le produit le plus connu. Et les maçons locaux, on en a certains on en a finalement peu, mais 5, mais qui représentent énormément d'activités sur notre territoire. Les maçons locaux proposent à leurs clients d'utiliser du chanvre industriel ou des produits locaux, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'il y a un petit peu de communication qui est faite, parce qu'ils l'ont lu, parfois les clients disent mais est-ce qu'on pourrait utiliser ce type de produit? Et ce qui fait qu'on a des chantiers qui arrivent sans que nous, on ait fait la promotion, ou sans qu'on ait fait de démarchage. Et clairement, on a parlé de R&D, tout le process de R&D n'est pas abouti, il n'y a pas encore de certification, donc il faut un engagement pour l'instant fort des maîtres d'ouvrage pour pouvoir mettre cela en place. Et il faut quelques petites bricoles pour arriver au bout, une petite machine d'ensachage pour gérer l'hydrométrie des granulats, et après le travail qu'on a déjà entamé avec le chauffournier pour pouvoir faire la certification du couple chaud-colza. Que le CAUE du département, précisément, suit ça avec beaucoup d'intérêt. C'est de la R&D, précisément sur de biosourcés. Ça, c'est quelque chose qui peut amener justement à des expérimentations architecturales tout à fait intéressantes. Est-ce que le CAUE est très actif, justement? Est-ce que c'est votre partenaire? Le CAUE est au courant. Il n'est pas très actif là-dessus. Même si le président du CAUE est par ailleurs un agriculteur, au-delà d'être élu, et qui nous a fourni un peu de camelote, et que j'ai déjà vu sur des chantiers, mais ils ne sont pas plus que ça actifs. Les ABF sont là, qui sont très présents sur notre territoire, et qui regardent cela avec beaucoup d'intérêt. Donc, on est bon. Après, notre seul problème, nous, on est vraiment dans une démarche de R&D, c'est ces derniers mètres à parcourir
pour peaufiner pas terminer le produit, mais peaufiner l'ensachage et la certification pour pouvoir après massifier notamment la commercialisation. L'idée serait de pouvoir vendre à côté du sac de chaux qui correspond un sac de colza à des tarifs qui sont équivalents aux chanvres. Tout cela pour pouvoir, pour faire là encore partie du champ des possibles. Et en concurrence, finalement, nos produits ne sont pas en concurrence avec le chanvre, c'est véritablement en concurrence avec de la laine de verre ou du placo laine de verre qui a un impact sur les murs qui sont contestables. Alors, nous avons une question justement sur le prix de ce type de rénovation. Est-ce que c'est appropriable, c'est abordable pour tout le monde, ou bien il faut vraiment avoir des aides pour pouvoir se les offrir? On est sur les mêmes gammes de prix que le traditionnel chaud-chambre. Après, effectivement, le chaud-chambre est plus cher que du placo laine de verre, mais ce n'est pas le même produit non plus. On ne peut pas comparer une belle Mercedes et une 2 chevaux. Et là, on parle véritablement de respect du bâti, et aussi cette notion d'étanchéité à l'air qui est importante dans ce type de solution maçonnée. Voilà, on n'a pas les mêmes problématiques qu'avec du placo laine de verre. Donc, on est sur un autre produit, mais sur un autre confort et aussi sur d'autres performances. Ces produits-là, vous n'êtes pas sans le savoir, au-delà du côté isolant, gèrent l'humidité dans le bâtiment, ce qui apporte une sensation de bien-être qui est quand même assez importante. Donc, ce qui bloque sur le prix, de toute façon bloqué par rapport à toutes ces solutions, et vous ne voulez pas en entendre parler. Après, pour les personnes qui sont intéressées pour faire une rénovation et performante et agréable du bâtiment, mettre cela dans les champs des possibles. Et est-ce que vous avez des partenariats avec les acteurs de la distribution de matériaux, parce qu'on sait qu'ils sont quand même très puissants sur ces petits projets? Est-ce que le fait d'être en circuit court, d'être production locale, labellisée, y compris avec votre site démonstrateur, ça fait de vous un partenaire de ces distributeurs de matériaux? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ceux qui nous contactent ou qui contactent directement les artisans vont soit directement à la source chez les agriculteurs, ou passent par l'artisan qui se fait livrer directement par l'agriculteur. On n'est pas encore passé par la case grande distribution, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne le fera que quand on aura eu la validation, l'assurabilité du produit, du couple chaud colza, et quand on sera en capacité de mettre ces sacs de mettre ces produits en sac. C'est tout bête, mais pour l'instant, vous voyez sur la photo, ça arrive en big bag ou directement en remorque. Ce qui évite de la manipulation, ce qui évite des déchets, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément ce qui est souhaité par le grand public. Donc, c'est l'étape d'après. Et là encore, je parlais de la nécessité d'animation. Il faut aussi conserver du temps pour pouvoir mettre tout cela en place. La R&D, ça prend du temps, beaucoup plus de temps qu'on pourrait l'imaginer. Et après, ces petits détails prennent également du temps, et pour la recherche de financement pour aboutir, et pour retrouver les bonnes solutions avec les bons acteurs. Et on a en fin de forum l'intervention de l'ADEME. Est-ce que vous avez pu être aussi identifié, par exemple, par les espaces info-énergie ou par des lieux relais un petit peu, justement, des filières ou des artisans locaux? J'ai oublié de dire que l'espace info-énergie avait une antenne dans le pôle éco-construction. Donc, il ne peut pas ne pas être au courant, ça c'est une évidence. Donc, ils sont dedans et ils sont impliqués dans les réflexions. Et effectivement, le directeur de l'ADEME a été dans les premiers à avoir des premiers échantillons de produits pour pouvoir faire des tests chez lui pour voir ce qu'il en était. Donc, il y a cette relation qui est faite. Effectivement, pour expliquer aussi les performances de ces matériaux, et expliquer aussi ce qu'il en est. Et clairement, l'ADEME, pas l'ADEME, pardon, les espaces info-énergie travaillent sur l'isolation des bâtiments, mais également l'utilisation de matériaux avec un bilan carbone raisonnable. Et clairement, on est tout à fait dans le sujet. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Francis a une autre question. Je rebondis simplement sur cette question de logistique parce que c'est un sujet très, très récurrent dans les circuits courts. En fait, on a des producteurs et des consommateurs, mais entre les deux, on peine un peu à mettre en place une logistique d'approvisionnement et d'acheminement, puisque c'est un métier en soi. Je vois que c'est un peu votre difficulté sur les sacs. Il peut y avoir aussi dans les cœurs de ville des lieux un peu relais sur lesquels on peut compter, sous réserve que la collectivité soit moteur dans le développement du projet. Alors après, l'avantage, c'est qu'on a une unité de transformation qui va être faite et qui est en plein centre de notre territoire.
Donc, il n'y aura pas trop de difficultés. Et actuellement, les artisans n'ont pas de difficulté à venir récupérer des matériaux. Mais effectivement, on manque de ce relais des grandes surfaces, parce que là, ça va prendre une autre ampleur quand on y arrivera, quand on sera arrivé à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il en est des commandes de la communauté de communes? Pour l'instant, la communauté de communes a peu de projets, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont plutôt les communes qui dans leurs petits projets, font appel à ce type de produits. Merci, Monsieur Bonsens. Est-ce que Francis Merci. avait une dernière question? Non. C'était très clair et ça donne envie justement d'aller plus loin et que les gens s'y intéressent et qu'avec les lycées professionnels, avec tout, il y a là quand même quelque chose, un foyer très intéressant. Il y a des architectes qui s'appellent Guinet-Potin, là, qui sont à peu près dans la région, je crois qu'ils sont à Angers, et qui ont précisément développé, eux, avec beaucoup de chaumes et autres, mais ils sont beaucoup sur cette filière Là, ils ont fait un centre de recherche sur la biodiversité à La Roche-sur-Yon, tout à fait intéressant. Donc voilà, c'est toutes ces expériences qu'il faut, qui montrent que c'est à l'œuvre. Voilà. Mais les choses avancent. On a par exemple sur l'agglomération Tourangelle un gros projet d'écoquartier avec l'écriture du cahier des charges, dans l'écriture du cahier des charges, une volonté claire d'utiliser des matériaux locaux. Or, les matériaux locaux en Indre-et-Loire, il n'y a que nous qui en fournissons. Donc, il y a un architecte qui est en train de travailler avec nous pour la construction de 23 maisons avec ce type de produit, ce qui commence à parler. Et effectivement, là, ça nous fera un outil de communication important et logiquement, ça nous permettra aussi de déposer peut-être un ATEX si ça aboutit. Voilà, les choses avancent. Très bien, si en plus c'est un ATEX. Bien sûr, ATEX, c'est parfait. Puis 23 maisons, ça fait une masse critique. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Donc, surtout, tenez-nous au courant que à la fois le PUCA et la Cité de l'Architecture regardent ça. Voilà, on ne va pas vous lâcher, comme on dit. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur Bonsens.